Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Fioclo Adangwenou, il est également journaliste, directeur de publication de L'Enquêteur et l'activiste panafricain russe. Donc, on va au Mali. Le Mali donc va pouvoir souffler les dirigeants ouest-africains réunis à l'occasion du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On levé dimanche 3 juin à Accra les sanctions commerciales et financières qui étouffaient depuis janvier ce pays. Alors, Horus Donkovi, finalement, on attendait cela, les sanctions sont levées. Bon, votre regard sur cela? Pour moi, c'est une évidence. Alors, maintenant, après, je trouve qu'il faut corriger la phrase parce que tu dis les sanctions qui étouffaient le Mali. C'est pas ça, c'est les sanctions qui étouffaient la CEDEAO. Donc, les sanctions n'ont pas étouffé le Mali, pas du tout. Non, mais le Mali est dans la CEDEAO, justement. Donc, quand ça étouffe le Mali, ça étouffe tout le monde. Parce qu'on est tous interdépendants. C'est-à-dire, on est actuellement dans des projections où, en réalité, pour que nous puissions avoir les évolutions économiques et financières auxquelles nous envisageons, ben, les frontières, il faut les faire sauter. C'est pas pour rien, par exemple, qu'à un moment, même au niveau de la frontière Togo-Ghana, on a simplifié un certain nombre on a simplifié les passages. Au niveau de la frontière Togo-Bénin, même chose. C'est pas pour rien qu'il y a, des facilités pour qu'on puisse se déplacer du Nigeria jusqu'à Dakar sans aucun souci. Donc, c'est illusoire. C'était illusoire de faire croire aux gens que non, on va sanctionner le Mali, on va faire un blocus, que cela ne va pas avoir de répercussions sur nous, et que maintenant nos États se retrouvent à devoir s'endetter plus en se privant de la manne financière qu'ils ont grâce au Mali. Ça n'avait pas de sens. Nous sommes au Togo, actuellement au Togo. Vous voulez des oranges? Les oranges, elles viennent du Bénin. L'oignon vient du Niger. Le Mali, qu'on nous vend généralement dans les pays côtiers comme étant un état désertique, ben c'est le Mali qui a une des plus grosses productions du monde de mangue de la sous-région. Ça n'envoie pas que de la viande. Le port de Lomé, ben, il dessert Bamako. Le port d'Abidjan dessert Bamako. Le Mali alimente, Dakar en vibre, le Sénégal en vibre. Donc, à un moment, on peut bien comprendre, ok, d'accord, qu'il y ait des interventions quant à ce qui se passe politiquement au Mali et ainsi de suite. Mais il y a une certaine franchise qu'il faut avoir au sein des populations et au sein de tout ce qui va gérer nos États, parce que nous sommes interdépendants. C'est acté, c'est un fait. Donc, au lieu de stranguler les frontières et stranguler les échanges, c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. C'est plutôt faire en sorte que cela puisse se passer le meilleur du monde. Là, ok, d'accord, on a sanctionné le Mali, je ne sais plus pour combien de temps, mais la vérité, c'est que tout le temps qu'on a sanctionné le Mali, on s'est auto-sanctionné. Le Togo a perdu de l'argent dans cette histoire. Le Ghana en a perdu, la Côte d'Ivoire en a perdu. Et maintenant, ce qui est le plus affligeant, c'est qu'en fonction de chacun de ces pays qui a osé voter les sanctions contre le Mali, en fonction de ce que chacun de ces pays a comme rapport avec l'extérieur, c'est-à-dire rapport à l'Europe, rapport à la Chine, rapport aux États-Unis et ainsi de suite, ben, certains ont été plus ou moins pénalisés que d'autres. C'est ça. C'est-à-dire parce que ce que le FMI ou la Banque mondiale va donner à la Côte d'Ivoire ne sera pas la même chose qu'on va donner au Togo, ou ce que vont donner certains investisseurs étrangers vont donner au Sénégal ne sera pas la même chose qu'on va donner au Ghana ou peut-être au Bénin. Donc à un moment, non, il faut stopper. Et notre richesse, c'est notre capacité à pouvoir interréagir les uns avec les autres. Si on bloque la frontière du Bénin demain, on a vu d'ailleurs quand ça s'est passé entre le Bénin et le Nigeria, quand on a bloqué la frontière du Nigeria, le Bénin en a souffert, et pas seulement le Bénin, toute la région. Donc il faut sortir du cliché qui veut que on puisse présumer d'une certaine autarcie au détriment. Mais c'est faux, c'est pas possible. Alors, doyen, avant de parler de la levée des sanctions, est-ce que les sanctions elles-mêmes ont produit leurs effets? À mon point de vue, non. Le Mali a toujours vécu comme il vivait. Par contre, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont souffert de ces sanctions. Ces deux pays ont perdu des dizaines et des dizaines de milliards
de francs CFA. Parce que beaucoup de choses, la transaction entre le Mali et le Sénégal, la transaction entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et surtout la Côte d'Ivoire où résident beaucoup de Maliens, les commerçants, les gros porteurs, tout ça c'était bloqué, les marchandises étaient restées dans les véhicules qui sont pourris, etc. Ça fait que moi j'ai un ami qui est au Sénégal qui m'a appelé pour me dire que l'histoire de sanctions là, ça cause des problèmes pour les propriétaires de véhicules. Que l'État sénégalais souffre de la rentrée de la manne financière. Parce que c'est la douane avec le Mali qui amène beaucoup d'argent, qui a trop de problèmes. Ce qui veut dire que dans les tests de la CEDEAO, quand l'ordre constitutionnel est renversé, il faut les sanctions, certes. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? On a levé la sanction. La levée des sanctions n'est pas un problème très facile. Parce que des organisations de la société civile, femmes comme hommes, les différentes couches professionnelles se sont rendues à Accra pour appuyer cette demande de levée de sanctions. Ce n'est pas la junte qui a fait que les sanctions sont levées, mais toute la population, les communautés maliennes ont participé à cela. Le Mali a commis 2 coups d'État. Et la junte a pris le pouvoir à 2 reprises et c'est la même personne. Et en même temps, ils sont en train de dire que un corps habillé peut se rendre. Et il prépare le devenir. Et demain, il peut laisser le treillis pour un temps avant de. Ce qui veut dire qu'il est venu pour rester. Les histoires de transition que vous êtes en train de faire là, c'est un clin d'œil pour que les sanctions soient levées, c'est levé, mais au niveau des élections, si la CEDEAO ne met pas le paquet, pour le bloquer, s'il prend le pouvoir, va rester. Parce que c'est un problème. Je vous ai dit sur ce plateau ici, un bon bout de temps, que l'armée est une institution de la République. Elle doit être sous l'autorité d'un gouvernement légitime et légal. L'armée n'a pas ce droit de prendre le pouvoir pour parler de gouvernance. Moi, jusqu'à ce jour, je suis contre les 3 coups d'État dans la sous-région. Au même moment, on a vu des civils qui ont échoué lamentablement selon les populations. Si on fait une élection et qu'un civil monte au pouvoir, il a un mandat déterminé par la Constitution, c'est 4 ans ou 5 ans. Au cours de la deuxième élection pour sa réélection, par les urnes, il doit être battu. Parce que c'est le peuple qui vote. Ce ne sont pas les gouvernements qui votent pour eux-mêmes. C'est le peuple qui vote. Donc, celui-là qui a mal géré sera sanctionné. Et ça se passe dans le pays. Pourquoi ils prennent le pouvoir? Ils prennent le pouvoir pour dire que, par exemple, au niveau du Mali, au niveau du Burkina, que c'est l'insécurité, etc. Ils sont venus, ils ont fait quoi? On voit des avancées au Mali, par exemple. Quelle avancée vous avez au Mali? Les femmes, on les voit à l'œuvre. La Russie a donné des hélicoptères. Pour piloter les hélicoptères, il faut une formation. Les armes qu'on donne, il faut une formation. Dans le contexte actuel, au niveau de l'armée, il faut une motivation. Il y a plein qui sont allés dans les écoles de guerre. Ils sont revenus, le problème est là sur le terrain. La stratégie à faire pour vaincre. Ceux qui sont au bureau, ceux qui font les plans de guerre, les stratégies, ce n'est pas eux qui vont tirer. Ce sont les éléments qui sont sur le terrain et ça dépend de l'organisation, les unités, les bataillons, et les chefs qui sont devant, ce qu'ils disent à leurs frères d'armes, c'est ceux-là qui vont prendre pour aller sur le terrain. S'il n'y a pas la motivation, si le moral n'est pas là, hein, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils vont se faire tuer inutilement. Qui n'a pas peur de la mort? Tu sais que quand tu vas, par ce qui se passe en Ukraine, au niveau du Donbass, à un certain niveau, les Ukrainiens sont massacrés par l'artillerie. Quand on leur demande d'aller sur le terrain, ils refusent. Ils refusent parce qu'ils savent que quand ils vont, les obus vont les décapiter. Et moi, j'ai appris que sur 350 hommes, à peine 22 sont restés vivants. Ils sont restés vivants. Quand vous n'avez pas les moyens pour contrecarrer votre adversaire, vous devez trouver des méthodes subtiles pour savoir ce qu'il faut faire. Au Burkina, au Mali, le problème aujourd'hui, là-bas, c'est que les militaires
doivent se remettre en cause. Leur chef de... Et aller au front peut-être. Non, ce n'est pas que les généraux doivent aller au front. Il faut une concertation. C'est pourquoi au niveau de chaque corps, il y a un commandant qui donne de l'ordre, qui donne l'ordre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Quand ils savent que leur ration alimentaire n'arrive pas à temps, quand ils savent que leurs primes, leur salaire, tout ça n'arrive pas à temps, vous voulez qu'ils fassent ça? Ils ont des familles à nourrir. Ceux-là qui vont tirer, c'est les enfants de quelqu'un. Ceux qui tirent sur eux, c'est les enfants de quelqu'un aussi. Germain Pouli, vous, votre regard sur la levée des sanctions économiques et financières contre le Mali? C'est une très bonne nouvelle pour toute la CEDEAO. D'abord parce que certaines de ces sanctions étaient injustes, surtout les sanctions par le truchement de l'Eboa où les comptes du Mali ont été bloqués. Le Mali a saisi la justice qui avait dit que la décision était illégale. Donc déjà, c'est une occasion pour la CEDEAO de réparer le tort de la causée au Mali sur ce plan. Maintenant, sur les sanctions économiques, comme l'ont relevé les deux autres, Maurice et le doyen, et la CEDEAO s'est punie elle-même en punissant le Mali, mais elle était obligée de se punir, de punir le Mali et de se punir. Sauf qu'aujourd'hui, la situation à l'international devrait nous édifier et comprendre que les Européens aujourd'hui souffrent parce qu'ils ont puni la Russie, ils souffrent énormément. Et nous, face à cela, on ne devrait pas commettre la même erreur d'en punir un pays qui n'a même pas agressé un autre pays de la CEDEAO. C'est juste un changement, un bouleversement de l'ordre constitutionnel qui semble aussi avoir un peu un assentiment populaire parce que le colonel, quoi qu'on dise, a une certaine popularité au Mali, pas simplement pour le coup d'État mais pour d'autres raisons. Et donc la CEDEAO devrait écouter cela et nous on a fait un article il y a à peu près 2 semaines pour dire que le président togolais, je crois qu'on allait, on va en parler, qui avait assuré la médiation, avait gagné la première manche à partir du moment où les militaires ont dit qu'ils feront 24 mois, avec 1 mois déjà de brûlé, on avait estimé. Et dans ce sillage-là, l'ambassadeur des États-Unis au Mali a fait une sortie où il disait que selon leur sondage, les populations maliennes demandaient, voulaient qu'on donne un peu de temps à la junte. Et donc, les 24 mois proposés pour les Américains, c'était déjà un pas. Ils avaient félicité les militaires. Et donc, je croyais que ça va un peu dans la droite ligne de ce que fait la médiation. Et l'ambassadeur disait qu'il espère que lors de la réunion de ce 3 juillet-là, la CEDEAO va avancer en levant les sanctions. Ce qui s'est passé donc ne surprend guère, c'est un peu dans... On avait dit que déjà dès le 4 juin dernier, c'était lors de l'autre sommet, les sanctions devaient être relevées. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Non, je pense que les sanctions ne devaient pas être levées comme ça. Les autorités maliennes ont fait un pas, ont avancé, même si certains estiment que 24 mois c'est beaucoup. Ça reste quand même un pas de géant donc, par rapport à cet effort. Et surtout la souffrance des peuples, parce qu'on dit souvent la CEDEAO des peuples. Et quand on voit, le peuple souffre parce que le business entre les pays, ça ne marche plus alors que les gens vivent de ça. Et les sanctions là ne touchent pas les auteurs de la crise, c'est-à-dire les militaires. Les militaires déjà ils s'en foutent parce qu'ils disent on n'a pas d'avoir dans des banques où on peut saisir, on n'a pas envie de voyager, interdire de voyage, la famille et les dons. Tout ça, ils se disaient que ce n'est pas des sanctions. Et quand on punit tout un pays, après, il y a les populations qui ne sont pas dans le coup d'État, mais qui subissent. Et les populations hors du Mali, dont les nôtres, on a largement parlé du Togo, c'est le président togolais qui a été le premier à flairer le danger de ces sanctions-là, parce que le Togo perdait énormément. On a parlé de Guinée, on a parlé de Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal et tout ça, mais le Togo aussi, c'est pratiquement 75 milliards avec le Mali. Donc, le Togo ne peut pas se permettre de perdre cet argent-là. Et donc, cette levée de sanctions, c'est un soulagement pour
toute la CEDEAO. L'occasion de réparer une injustice aussi face au Mali, surtout quand on a gelé les abords du pays. Mais après, la CEDEAO aussi était dans son rôle de sanctionner parce que la bonne gouvernance a été touchée à travers ce coup d'État-là. Peut-être qu'il faut après revoir d'autres types de sanctions, essayer de réfléchir pour pouvoir pousser les auteurs de coups d'État à vite rendre le pouvoir, déjà les dissuader à faire des coups d'État et s'ils le font, à boucler les transitions dans des délais très raisonnables. Oui, Horus Donkovi, on parle seulement de la levée des sanctions économiques et financières. Il y a d'autres sanctions. Ce n'est pas la totalité des sanctions qui a été levée. Bon, après, je pense qu'il y a les effets d'annonce et puis il y a les faits. Présumer d'établir des sanctions, c'est quelque chose. Pouvoir réussir à les réaliser toutes, c'est une autre chose, quoi. La vérité, c'est que, effectivement, oui, lors du conseil, on va énumérer énormément de sanctions, on fait ceci, on fait cela et tout ça, mais dans les faits, la vérité, c'est que qui strangule le Mali se strangule lui-même. Donc, comme on le disait sur le plateau, tant que la sanction sera une sanction qui va avoir un impact géostratégique, économique ou financier, ben, cette sanction-là devra être levée. On ne peut pas, par exemple, présumer je vais donner un exemple, par exemple. La politique actuelle des pays de la côte, c'est de renforcer tout ce qui est offensive sociale, éducation, hôpitaux, routes, ainsi de suite, dans les régions du septentrion. Donc, les investissements qui sont faits, par exemple, dans le nord Togo, vous allez retrouver les mêmes investissements dans le nord Côte d'Ivoire, le nord Ghana, et ainsi de suite. Ces investissements, ils ont un coût. Donc lorsque vous strangulez le Mali, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans l'avantage du développement de ces régions-là, ou bien est-ce que vous êtes dans l'aggravement de la situation qui se passe dans ces régions-là? Donc à un moment, effectivement, vous le permettez, on va marquer une petite pause puisqu'on va encore parler du Mali. Juste la pause, quelques minutes, et on revient pour la suite avec vos chers invités.